Bonsoir. Comme on dit, je vous remercie d'être là ce soir. Voilà, on m'a sollicité pour montrer mon travail, chose que je vais faire. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à votre place. J'ai été diplômée en 2012 des Arts Déco de Strasbourg et avant ça, j'avais fait l'école d'art d'Épinal, qui est une école spécialisée dans l'image et la narration. Donc depuis 2012, depuis 8 ans, diverses choses se sont passées. J'ai bénéficié d'une résidence à Stuttgart en 2014, à Berlin de 6 mois en 2016. J'ai travaillé à Baltimore et à Standing Rock aux États-Unis et à Brazzaville au Congo en 2018. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous ce que c'est une résidence, mais en tout cas, quand on sort de l'école, c'est des moments assez privilégiés, où on a du temps, on a souvent une bourse de production. Ça permet de démarrer un travail de manière plutôt chouette. Je vous encourage à les tenter. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre avant de commencer ? Récemment, mon travail a été nominé à plusieurs prix. Le prix Aware, qui est un prix spécial pour les artistes femmes. Donc j'avais été nominée avec Tania Moreau, qui est une artiste plus âgée. Je dis ça pas pour faire des différences d'âge, mais le principe du prix Aware, c'est de rassembler une artiste plutôt jeune avec une artiste avec un travail plutôt confirmé. Et voilà, et du coup, je m'étais retrouvée avec Tania Moreau, ce qui était plutôt chouette. Et mon travail a aussi été nominé au prix LIB, qui est un prix au Luxembourg pour les jeunes artistes l'année dernière. Et en 2017, j'ai gagné le fameux prix du Salon de Montrouge, qui donne lieu à une exposition au Palais de Tokyo l'année suivante. Donc en 2018, j'ai ouvert une expo qui s'appelait « On vit qu'il n'y avait plus rien à voir », dont je vais entre autres vous parler ici. Peut-être j'imagine cette présentation de manière assez libre, donc si vous avez des questions, des observations pendant ma présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. C'est plutôt... Je préfère le format de conversation, donc n'hésitez pas. Dernière chose, avant de me lancer, je voulais préciser qu'en sortant de l'école, j'ai fondé une maison d'édition. Où là, du coup, je change de casquette puisque je ne suis plus artiste, mais je m'occupe d'artistes. Cette maison d'édition, elle s'appelle Pétrole Édition, et on fait principalement une revue qui s'appelle Talweg. Ça s'écrit T-A-L-W-E-G. Le principe de cette revue, c'était de mêler l'art contemporain avec des domaines de recherche qui peuvent être l'histoire, la littérature, la danse, l'anthropologie, etc. Donc on invitait des artistes, mais aussi des gens d'autres domaines, toujours autour d'un thème. On a travaillé avec l'anthropologue Tim Ingold, avec Montassir Saki, qui a été un des fondateurs du Printemps arabe en 2012 au Maroc. On a travaillé avec Patrick Boucheron, qui est historien au Collège de France. Enfin, voilà. Voilà, démarrer quelque chose en collectif à la sortie de l'école, ça aussi c'est quelque chose peut-être que je peux vous conseiller de faire. C'est pas une stratégie, mais c'est vraiment l'idée de rassembler des compétences en fait, et de créer quelque chose qui appartient ni à moi ni aux deux autres artistes avec qui j'ai créé la maison d'édition. Mais voilà, on a fait des choses que vous pouvez voir sur Internet qui auraient été impossibles de manière séparée. Allez, je me lance. Alors, oui, j'ai oublié de dire que je vis à Aubervilliers, près de Paris, mais bon, qu'importe. Donc, je fais principalement du dessin. Et du dessin au sens large, ça peut être du dessin in situ, mural, ça peut être des performances de dessin, ça peut être l'image photographique, la vidéo, l'installation qui sont considérées aussi en tant que dessin. Tout ce que vous pouvez imaginer qui n'est pas sous cadre accroché à un mur. Ce qui est une définition du dessin assez large.
Mais pour moi, le dessin, enfin ma définition assez subjective du dessin, c'est tout ce qui est l'incidence d'un geste sur un support, laissant une trace. Donc ce support, ça peut être une feuille de papier, mais ça peut aussi être un contexte politique, comme on peut le voir dans des pièces que je vais vous montrer. Voilà. Et je m'intéresse principalement, c'est très bizarre ce micro, au langage, aux formes de conversation, aux murs qui parlent et aux muets qui bref, je me souviens plus de la citation. Allons-y. Est-ce que vous m'entendez bien ? Voilà. Alors, je vous présente le travail de manière non chronologique. Donc, on commence avec une pièce de 2016 qui s'appelle Autodafé. C'est un dessin mural in situ à l'encre de Chine. Le principe de cette typographie, donc là vous pouvez voir différentes réalisations in situ. Le principe de cette typographie, c'est d'utiliser l'alphabet qu'on connaît tous, l'alphabet latin, mais de la considérer en négatif. Donc je pars toujours d'une même matrice qui est un carré avec une croix à l'intérieur. Et puis, de cette forme, j'en extrais ma typographie. Donc, vous voyez par exemple en haut le A. Donc, si on adapte le A avec la matrice du carré avec une croix à l'intérieur, on obtient la forme du haut. Et donc, l'espace négatif de cette lettre, c'est la forme du bas, cette espèce de T renversée. Et donc, cette typographie, il ne faut pas lire ce qu'on voit, mais il faut lire ce qu'on ne voit pas. Il faut lire autour des lettres. Et j'utilise toujours ce dessin typographique pour écrire des phrases qui ont toujours un lien avec la vision, avec le fait de voir au-delà de ce qu'on voit, de voir de manière détournée. Et donc il y a différentes phrases qui sont là, que je peux vous lire. Quelque chose commence à craquer sous nos yeux. Les dommages collatéraux sont centraux. Relever des chutes. Les disparitions existent pour ceux qui les voient. Les yeux ouverts jour et nuit, ce qui manque à chacun. Raconter le réel ne comporte pas forcément de réalité. Tout pouvoir est pouvoir de mise en récit. Les réalités s'éteignent spontanément. Donc le visiteur, il a toujours ces phrases quelque part sur un cartel ou une feuille d'exposition. Le but, c'est pas de jouer à la devinette. Donc ici, maintenant que vous connaissez le code, vous pouvez lire qu'il est marqué « Raconter le réel ne comporte pas forcément de réalité ». Ici, sur l'image de gauche, se figurait un événement. Les disparitions existent pour ceux qui les voient. Voilà 3 exemples. Et puis ici, c'était une action que j'ai faite à Baltimore qui s'inspire directement de la pièce que vous venez de voir, où je me suis servie d'une des phrases du corpus, qui est les dommages collatéraux sont centraux, donc collateral damage is key, puisqu'à Baltimore, comme dans de nombreuses villes américaines, la ville a mal vécu les subprimes et on voit que l'image, la façon dont les banlieues sont traitées, on voit vraiment que les dommages collatéraux sont centraux. Donc j'ai fait une intervention dans la rue où j'ai collé différents papiers A4, dont certains ont les bords pliés, recourbés, pour faire apparaître des lettres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'idée c'était voilà, de pas écrire en ajoutant quelque chose au mur, mais justement de trouver une façon d'écrire qui soit encore une fois en négatif, où on puisse voir le mur, voir la réalité
à travers les lettres, plutôt que les lettres qui recouvrent le mur. Toujours dans des questions d'invisibilité autour de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas. Il y a cette pièce qui est une installation qui s'appelle Palimpseste, stratégie d'évasion, qui part d'une action assez absurde qui consiste à gommer un mur. Donc quand je commence l'action, le mur est vierge et je viens délimiter un espace qui a la forme d'un carré ou d'un rectangle et je viens gommer à l'intérieur de ce carré ou de ce rectangle avec une gomme bleue qui est teinte dans la masse. Et donc apparaissent comme ça, à la fois sur le mur, une sorte de fenêtre et en bas, donc les détritus de la gomme qui, pour moi, sont un peu comme une image qui s'évanouit, quoi. La fenêtre, le carré, ça peut être une fenêtre, ça peut être un écran de cinéma, ça peut être une peinture classique, enfin en tout cas un lien avec la vision. Et pourtant, cette image, on l'aperçoit difficilement. Là, vous voyez une image de documentation, mais quand on voit la pièce en vrai, en fait, notre regard, il est d'abord attiré par le sol, par le bleu électrique du sol, et ensuite on remonte le regard voilà. Et la pièce s'appelle Palimpseste, stratégie d'évasion, puisque en pensant à cette pièce, je pensais à ces prisonniers qui essayent de s'évader en creusant à la petite cuillère, qui est aussi un geste assez absurde. Et puis voilà, moi, ma façon de m'évader, avec une gomme, où on n'enlève pas beaucoup de matière pour le coup, voilà, de m'évader par l'image, quoi. Et puis ça peut prendre différentes formes en fonction, voilà, l'installation s'adapte au lieu qui l'accueille. Donc ici on en a plutôt une fenêtre panoramique, mais au tout début on avait un tout petit miroir. Voilà. Vous allez voir dans pas mal de mes pièces, on est plutôt sur des registres assez minimaux, avec une économie de moyens. Des formes plutôt abstraites, mais qui parlent de choses très concrètes. Ici, par exemple, avec cette pièce qui s'appelle la Bibliothèque des silences, donc qui est d'abord un long travail de documentation autour des langues qui ont disparu depuis 1988. Donc des langues disparues, ça veut dire des langues qui sont passées de liens sociaux, de systèmes de communication, à des silences. Plus personne ne les parle, on n'a plus de locuteurs. Donc depuis 1988, on a 148 langues qui ont disparu. On dit qu'il y a une langue qui disparaît à peu près tous les 2 mois. Et avec cette façon de compter, ça se vérifie. Et donc tous ces petits textes, je vais vous faire voir un peu plus de près. Voilà, donc à chaque fois, on a un petit texte qui regroupe le nom de la langue, le lieu où elle était parlée et depuis quand elle est passée de la langue à un silence. Donc ces petits textes, qui sont composés de 3 lignes, sont disposés dans un espace à 360 degrés en fonction du lieu où était parlée la langue. Donc avec des coordonnées GPS. Voilà, par exemple, imaginons dans cette salle, on a une langue en Thaïlande qui a disparu et la Thaïlande se trouve dans cette direction-là. Donc le texte va être sur le mur derrière vous, là-bas. A contrario, une langue qui disparaît de l'autre côté, donc en Amérique du Sud, elle va être plutôt derrière moi. Donc comme ça, on a une espèce de cartographie à 360 degrés qui se dessine, que vous pouvez voir là. Et une cartographie un peu en négatif, finalement, puisqu'elle ne respecte pas les formes des continents qu'on connaît, mais elle prend comme ça des formes organiques nouvelles.
Par exemple, on voit sur ce mur-là qu'il y a beaucoup de langues en direction de l'Asie du Sud-Est. Il y a beaucoup de langues qui disparaissent en Amérique du Nord. Voilà, et tout ça, c'est lié à des contextes politiques, à des contextes de globalisation, de mondialisation, mais aussi de climat de plus en plus. Voilà, on peut tirer certaines conclusions de cette cartographie. Et donc à la fin de l'expo, donc ce que j'ai pas dit, c'est que les textes sont écrits au fusain, donc une matière assez volubile. Et à la fin de l'exposition, il y a une performance qui consiste à effacer toutes ces langues, tous ces textes, dont après les avoir refait voir, je les réenlève. Et donc avec une gomme mie-de-pain, je vais venir capturer toutes ces poussières, toutes ces poussières de fusain, jusqu'à que les gommes deviennent très noires, se chargent en fait, deviennent un peu comme une mémoire. Alors, bon, ça, je vais en parler un peu brièvement, puisque c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler, mais bon, il me semblait que ça faisait sens un peu de vous en parler. C'est un projet qui s'appelle Stone Point, qui est un projet vidéo qui a débuté en 2017 quand je suis allée pour la première fois à Standing Rock, donc qui est une réserve indienne dans le Dakota du Nord, aux États-Unis. Et en 2016 et en 2017, là-bas, il y a eu une grande vague de manifestations contre un projet de pipeline, voilà, orchestré par l'administration d'Obama et repris par Trump. Et donc le pipeline qui devait traverser la réserve où sont enterrés les ancêtres et aussi polluer la seule source d'eau potable qu'ont les Indiens. Et chose extraordinaire, qui est assez extraordinaire pour être soulignée, les Indiens se sont révoltés et ont été rejoints par tout un tas d'écologistes, de vétérans aussi, enfin tout un tas de gens qui a priori ne sont jamais rassemblés ensemble, et des gens de vraiment partout dans le monde qui justement se reconnaissaient dans le fait d'avoir le sentiment d'être abandonnés de l'État américain. Et donc, à un moment, dans le camp, il y avait plus de 17 000 personnes. Et quand moi, je suis arrivée en 2017, eh ben, il n'y avait pratiquement plus personne, parce que l'armée venait de les éjecter la veille. Et donc, j'ai trouvé une dizaine de personnes complètement démoralisées. Et entre autres, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Margaret, et qui m'a raconté que elle, sa façon de protester contre la disparition, leur disparition, c'était d'apprendre sa langue native aux jeunes générations. Et ce contraste-là entre des gens qui manifestent, des gens qui vont à l'encontre de violence, quoi. Donc ce contraste entre ces gens-là qui manifestent et Margaret, qui est aussi dans la revendication, dans la manifestation, mais de manière plus souterraine, ça m'avait intéressée. Et donc j'ai commencé à lui demander pourquoi, selon elle, les gens ne parlent plus la langue native, donc le Dakota, mais l'américain. Et donc ça prend en compte différents paramètres historiques. Et voilà. Et donc ce projet, je l'ai continué ensuite à Brazzaville en 2018 et en Alsace. Et à chaque fois, que ce soit à Standing Rock, à Brazzaville ou en Alsace, en fait, je me suis rendu compte que la France avait toujours une sorte de responsabilité dans ce fait que les langues là-bas disparaissent au profit d'une autre langue, puisque en fait dans le Dakota, ce sont les Français qui les ont envahis en premier. Et donc voilà, donc ce projet Stone Point qui est encore en cours consiste à demander à des gens qui ne sont pas du tout spécialistes en langue, pourquoi selon eux leurs langues natives disparaissent.
Donc c'est des récits tout à fait subjectifs qui n'ont rien à voir avec les romans nationaux et les récits qu'on apprend à l'histoire. Encore une histoire de roman et de représentation nationale. Je vais essayer de faire l'histoire plus courte là. C'est aussi un projet vidéo qui s'appelle Monument au vivant, un souffle, et qui enregistre une action que j'ai faite à Brazzaville, au Congo, l'année dernière. Quand je suis partie à Brazzaville, j'ai pas voulu trop me renseigner avant de partir. Je voulais pas avoir le point de vue de l'occidental avant d'être dans le pays que je connaissais pas. Et quand je suis arrivée, ma première réaction, c'est de me dire, bah tiens, je vais aller au musée, comme une bonne, voilà, ça a été ma première réaction. Et en fait, j'ai découvert que il y avait pas de musée là-bas, et que, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les gens étaient complètement dépossédés de leur histoire. Enfin, voilà, c'est clairement une dictature, ce pays, et on encourage clairement les gens à ne pas connaître leur histoire. Et un jour, en me promenant, je suis tombée sur une allée qui était bordée de statues. Et une de ces statues avait visiblement disparu puisque le piédestal était vide. Et je me suis dit, cette absence, c'est peut-être une censure, sûrement une censure, mais c'est peut-être aussi une invitation à faire quelque chose. Et dans ce climat de tension dans lequel je me trouvais là-bas, j'ai voulu faire quelque chose avec ce vide. Et tout de suite, je me suis dit, il ne faut pas que je mette quelque chose sur le piédestal, puisque ce serait encore une manière d'affirmer quelque chose, moi, n'y connaissant rien du tout à ce pays. Voilà, encore une blanche qui affirme quelque chose. Et je me suis dit que peut-être la manière la plus juste, c'est de mettre quelque chose en dessous de ce piédestal. Donc d'enterrer quelque chose. Et je me suis demandé ce que j'avais envie d'y mettre, par rapport aussi à tout ce que j'avais vécu là-bas. Et en fait, ce qui m'a le plus plu dans ce pays, c'est l'énergie, la manière dont les gens continuent à créer des festivals, à monter des expositions, etc., alors qu'il y a une censure qui est très forte. Et donc j'ai voulu y enterrer une énergie. Une énergie qui potentiellement peut remonter à la surface à tout moment, puisque j'y enterre un souffle. Et je vais vous faire voir... Où c'est que je suis? Voilà. Je vais vous faire voir la vidéo qui est tirée de cette action. Ouais, merci.
Voilà, à la fin de la vidéo, on entend des cris d'hommes. C'était en fait l'armée qui changeait leur équipe de jour et de nuit. Donc ça reflète pas mal le climat. Donc, on en vient à une pièce qui s'appelle « On vit qu'il n'y avait plus rien à voir », qui se compose de 3 structures en métal d'assez grande dimension et de 3 vidéos projetées à même le sol. Donc là, c'est une vue d'exposition de l'expo au Palais dont je vous ai parlé au tout début, où vous pouvez reconnaître sur le mur de droite la première pièce que je vous ai montrée, autodafé, la pièce typographique. Donc ce travail, je me suis interrogée sur 3 disparitions récentes, architecturales ou patrimoniales, qui ont été supprimées de l'espace public pour des raisons idéologiques. Donc on a au premier plan une statue de général confédéré qui a été retirée de son socle en 2017. Le deuxième écran plus loin, c'est une église qui a été détruite à Sidi Moussa en 2017 aussi. Et derrière, on a une place à Berlin qui s'appelle la Schlossplatz, qui est une histoire assez dingue. Il y avait un château prussien sur cette place avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis Berlin ayant été bombardé, le château n'a pas survécu à la libération de Berlin. Et donc, se retrouvant du côté communiste, les communistes ont décidé d'enlever les gravats et de construire à la place leur maison du peuple, qui a été un chef-d'œuvre architectural avec les derniers matériaux, etc., qui était vraiment un lieu gigantesque qui rassemblait à la fois des événements politiques, culturels, etc. Et à la chute du mur, l'Ouest a décidé de détruire cette maison du peuple, aussi parce qu'elle était baignée d'amiante, mais bon, en fait, on l'a désamiantée, et une fois que c'était fait, on a quand même pensé que c'était mieux de l'enlever. Et donc, je me suis demandé en quoi ces bâtiments, qui étaient faits de pierre, d'acier et de verre, avaient des symboliques aussi fortes, déranger des idéologies politiques, religieuses, etc., déranger autant qu'il fallait les supprimer. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ces 3 bâtiments, qui étaient des destructions assez récentes. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, à la Schlossplatz à Berlin, en ce moment on est en train de reconstruire avec les matériaux d'aujourd'hui le premier château prussien. Donc c'est un peu le siècle qui se mord la queue, quoi. Et donc là on voit 3 terrains vagues sur les images. Donc c'est des petites vidéos qui durent 6 minutes environ, où on voit 2 mains qui installent une grande image photographique et qui va venir comme ça faire une espèce de chorégraphie. Et très vite, on se rend compte que c'est pas n'importe quelle chorégraphie, que c'est un langage qui est fragmentaire, qui est la langue des signes française. En fait, j'ai demandé à une traductrice de traduire en langue des signes française un texte que j'avais écrit, qui regroupait tout un tas de façons de raconter l'histoire, une histoire qui n'était pas encore écrite, puisque les destructions venaient de se passer. Et c'était à la fois des choses que des récits personnels, subjectifs que j'avais lus sur Internet, c'était différents points de vue de ces destructions, enfin il y avait tout un tas d'histoires dans l'histoire. Et c'est un peu comme ça que j'avais envie de raconter l'histoire de ces disparitions. Le titre, « On vit qu'il n'y avait plus rien à voir », il est tiré d'un article que j'avais lu où un journaliste racontait que
quand les talibans avaient détruit les Bouddhas de Bayam, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2007, les talibans avaient ensuite invité des journalistes du monde entier à constater qu'il n'y avait plus rien à voir. C'est-à-dire que le vide, l'absence avait une force telle qu'il a fallu convoquer des témoins pour montrer que voilà, qu'il n'y avait plus rien à voir. Et donc le journaliste dit, bah oui, on a fait le voyage, on est arrivé, et on a constaté, on a vu qu'il n'y avait plus rien à voir. Et cette force-là, de se dire qu'à travers le vide, on voit des choses, on voit des souvenirs, on voit des mythes, on voit tout un tas d'éléments, ça me fascinait. Et c'est ce que j'avais envie de retranscrire dans ces vidéos. Et donc, parfois, le visiteur était aidé par des sous-titres, mais pas toujours. Donc voilà, c'était vraiment une histoire de dire, bah, on a l'impression que voir c'est simple, voilà, je vous vois, etc. Mais qu'on voit toujours à travers des filtres. On voit à travers des filtres qui sont subjectifs, liés à notre histoire personnelle, et on voit à travers des filtres qui sont aussi communs, liés à des histoires communes, qui sont en fait toute l'histoire de la sémiologie, quoi. Et voilà. Et du coup, là, on ne pouvait pas lire beaucoup de visiteurs ne pouvaient pas lire les récits que je donnais à voir, parce que très peu de gens parlent la langue des signes. Et même ceux qui la parlent, le récit échappait encore, puisque en fait, dans la langue des signes, tout le buste, le visage, etc., a une importance. Donc les structures ne reprenaient pas forcément les formes des architectures dont je parlais à l'intérieur des vidéos. C'était plus une idée, voilà, de présence qui te dépasse, d'image architecturale, pour découper aussi l'espace d'exposition. Vu l'heure, je vais peut-être un petit peu accélérer. Alors là, on a une performance, une action performative et collective qui s'appelle No Man's Land et qui consiste en un geste qui est très simple. Donc c'est collectif. Je demande à plusieurs personnes de m'accompagner. Et chacun assis à des bureaux différents, chaque dessinateur va venir tracer des lignes à l'intérieur de sa main. Donc tracer une ligne et la reproduire sur la feuille de papier qui est devant lui, un peu comme un tampon en fait. Et donc ce geste, de manière assez sans fin, quoi, va venir créer deux dessins. L'un à l'intérieur de la main du dessinateur et l'autre sur la feuille de papier. Et donc, avant de commencer les performances, j'ai des petites conversations, petits échanges avec les performeurs, et je leur raconte d'où vient ce geste. Et je leur demande vraiment de se l'approprier. Donc chacun va venir faire ce geste en pensant à sa respiration, avec son rythme, etc. Et à partir de ce protocole qui est très très simple, on génère des actions et des dessins très très différents. Les dessins que vous voyez sur les feuilles ou les dessins à l'intérieur des mains sont tous très différents. Et donc ce geste, il vient de cette image que vous voyez tout à droite, qui est une image que j'avais croisée sur Internet, comme on en croise plein, et qui m'informait qu'il s'agissait de mains de migrants qui, pour traverser les frontières, se brûlaient la pulpe des doigts, à l'endroit des empreintes digitales, avec des fils tirés du feu pour échapper au contrôle de la police judiciaire. Pour ne pas être reconnus, pour
pour supprimer leurs empreintes, pour supprimer leur corps pour pouvoir passer des frontières. Et cette image que j'ai vue, donc c'était en 2014, je savais pas trop quoi en faire. Je me disais, voilà, comment moi, femme blanche, n'ayant jamais franchi de frontières, comment est-ce que je peux digérer cette image? Qu'est-ce que je peux en faire? Quelle est ma légitimité à m'en saisir? Et puis au final, je me suis dit peut-être que la façon la plus juste de parler de cet événement, de parler de cette image, c'est de reproduire ce geste-là avec mes outils à moi. Et mes outils, c'est une feuille de papier, un crayon, la performance. Et donc je montre toujours cette image aux performeurs. C'est une image que je montre jamais Enfin, les visiteurs n'ont pas accès à cette image par contre. Et je demande aux performeurs de penser à cette image et de la digérer et de faire l'action performative, la performance en pensant à cette image. Et de trouver son rythme, son souffle, la façon dont on va poser la main, la pression sur le papier, etc. Tous les petits détails de la performance doivent être réfléchis par rapport à ça. Ici, c'est une autre performance, une autre action performative de dessin. Voilà, qui est assez simple, encore une fois. Je prends un papier à ma gauche, je le place devant moi, et je vais venir tracer une ligne d'eau. Et cette ligne d'eau, elle va venir générer une réaction qui est celle que vous venez de voir, le fait que la feuille se recourbe comme ça. Et donc, je l'observe un petit moment, et je la place sur ma pile à droite. Et l'action performative va venir être une succession, une répétition de ce même geste. Et quand je pensais à ce travail-là, je pensais à la façon dont on apprend la calligraphie. Quand on apprend la calligraphie, on trace d'abord les signes à l'eau plutôt qu'à l'encre pour pouvoir apprendre l'énergie du signe. Nous, ici, quand on apprend à écrire, on apprend à écrire un A, à tracer les lettres, alors qu'en calligraphie, on apprend bien sûr le dessin de la lettre, mais aussi son énergie. Et son énergie, elle va venir être lue. La façon dont vous tracez va être significatif par rapport au sujet du mot. Et donc, ce fait de lire une énergie, ça, c'est quelque chose qui m'a assez intéressée. Et voilà. Et du coup, cette action performative s'appelle rencontre-séparation. On peut y lire tout un tas d'interprétations. Pour moi, c'était l'idée, voilà, de rencontres, de choses qu'on croise, qui nous soulèvent, qui peut comme ça nous ébranler et dont on garde une trace. Voilà, une succession d'expériences de vie, quoi. Et puis cette action performative, elle est un peu déceptive parfois, et ça j'aime bien, c'est qu'au début, souvent le geste il marche pas. En fait, il faut un certain temps avant que je retrouve le bon geste, le geste juste. Puisqu'il y a tout un tas de paramètres qui vont venir venir en compte pour que le phénomène marche.
il faut que la pression de la main soit une certaine pression de la main, une certaine quantité d'eau, un certain souffle, une certaine énergie. Voilà. Et donc les premières feuilles, souvent, ça ne fonctionne pas. Et j'aime bien que les actions performatives servent aussi à ça, à retrouver le geste. Ici, c'est aussi une question de gestes et de messages. C'est une pièce qui s'appelle Silent Slogan, qui prend l'apparence de carte postale. Donc, il s'agit d'une collecte que j'ai faite sur Internet de gestes qui ont servi à un moment donné à des gens de s'exprimer dans la sphère publique, d'exprimer un message très très clair avec leur corps, avec leurs mains, leurs bras. Et donc, sur le verso de la carte postale, on a ces images trouvées sur Internet. Et au verso, on a un texte, quelques lignes, qui recontextualisent le geste. En fait, j'en avais amené une série. Vous pourrez venir la voir si ça vous intéresse à la fin. Voilà, donc c'est un set de 32 cartes postales de gestes qui ont apparu entre 2010 et aujourd'hui. Et donc, par exemple, je peux en lire une. Ah bah voilà, celle-là, par exemple, en France, on la connaît pas mal. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je crois que je l'ai. Voilà. Celle en bas, là, à droite, il s'agit en fait du geste de la quenelle. Qu'en France qu'on connaît pas mal, qui a été donc ce geste créé par Dieudonné. Lui, il le voyait comme un geste anti-système, qui a vite dérapé vers un geste antisémite. La signification est un peu floue. Mais par exemple, quand je montre ce geste-là à l'étranger, les gens ont d'autres références. Donc forcément, en fonction des pays dans lesquels je le montre, les gens réagissent différemment. Et donc rassembler des gestes qui, par le silence, ont permis à des gens de s'exprimer dans la sphère publique, je pensais que ce serait plutôt des gestes assez pacifique, et au final, il y en a autant de pacifiques que d'incitation à la haine, à la violence. C'est vraiment kiff-kiff, quoi. Ce que j'ai pas dit, c'est que ce projet, je le diffuse gratuitement. On peut m'envoyer un mail et j'envoie l'entièreté du set aux gens qui sont intéressés. Tout de suite, je me suis dit que ce projet, il devait avoir une diffusion gratuite. C'est des images qui montrent des gens qui vont dans la rue, qui s'expriment par besoin. C'est des images qui viennent d'Internet. Voilà, la rue, Internet, a priori 2 espaces fluides. Et j'avais envie que la diffusion de son travail reflète aussi cette fluidité-là. Ce travail, il n'est pas fait pour être enfermé dans un carton. C'est des cartes postales, donc il faut que ça voyage, il faut que ça s'échange. Voilà, par exemple, ce geste-là que vous voyez accroché au mur, il est assez sympa. C'est une main d'enfant, une petite robe, etc., à pois. Et en fait, quand on lit le texte au verso, on se rend compte que ça se passe en Cisjordanie et que ce geste de 3 doigts, je ne sais plus comment on le fait comme ça, ce geste de 3 doigts, en fait, fait appel à une histoire assez morbide où 3 Israéliens avaient été kidnappés et retrouvés morts. Non, c'est l'inverse, pardon. Donc c'est 3 Palestiniens qui avaient été kidnappés et retrouvés morts. Et les Israéliens, en signe de soutien à ce kidnappage, faisaient circuler ces images-là sur le web.
Donc c'est tout des gestes très très simples. On n'a pas besoin d'être... voilà, c'est tout d'une extrême simplicité. Et donc ce travail aussi, il tisse des liens assez... voilà, par exemple, il y a des situations qui reviennent. Par exemple, il y a une situation où une personne se fait tuer par un policier et ça déclenche une manifestation. Et donc cette même situation, cette même histoire peut déclencher des gestes tout à fait différents, alors qu'il s'agit de la même situation. Et en fait, je me suis rendu compte que la façon dont on investit son corps est aussi beaucoup liée à sa culture, voilà, il y a tout un tas de background derrière qui fait qu'on s'exprime avec son corps différemment. Et quand je montre cette pièce, donc souvent je la montre au mur, un mur qui est repeint en noir. Donc il y a deux visuels, une carte avec un texte en français, et une carte avec un texte en anglais et une carte avec un texte de la langue du pays dans lequel je montre la pièce. Alors, le superflu doit attendre, c'est une série de plaques de cuivre que je vais venir utiliser comme des sous-mains. Donc, je les pose sur mon bureau et je vais venir lire des livres de la manière dont je les lis habituellement, donc en cornant des pages avec un rythme plus ou moins lent. Et donc, les plaques de cuivre vont venir enregistrer ces temps de lecture. Donc les traces que vous voyez, c'est en fait les traces d'oxydation de ma peau, de ma transpiration, sur les plaques de cuivre. Et voilà, et je me posais la question de comment enregistrer des lectures qui sont un travail assez évanescent quelque part, sans production visible. Et comment enregistrer de la première page à la dernière page, comment être sûr de tout capter. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est un enregistrement de textes, de livres, par la présence du lecteur, par la présence de celui qui les lit. Donc les traces sont assez différentes. Ici, par exemple, on a les traces issues de la lecture du livre Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt, donc assez gros pavé. Plus loin, on peut en avoir des plus légères pour des textes qui se lisent plus rapidement, qui sont moins volumineux. Voilà, c'est des enregistrements différentes les unes des autres. Il y a 18 plaques relatives à 18 livres, qui sont des livres que j'ai sélectionnés en amont. Voilà, qui sont tous des livres qui ont été importants pour moi, qui m'ont permis d'apprendre des choses, de voir le monde différemment, d'avancer. Et c'est tous des livres qui ont en fait un rapport avec l'émancipation, la conscience dans l'action, le fait de réfléchir à ce qu'on fait, aux conséquences des actes. C'est principalement des livres écrits par des femmes, mais j'ai pas fait attention. Et le dernier travail que je vais vous montrer, c'est celui-ci, qui s'appelle Mesurer les actes, qui est un dessin in situ, donc mural. Voilà, c'est le dernier boulot que je vais vous montrer, et en fait, ça a été le premier travail vraiment qui a compté pour moi. C'est un dessin que je fais depuis 2011, et il y a 12 réalisations pour l'instant, 12 expériences. Donc ce sont des lignes de 1 minute, tracées à l'encre de Chine. Quand j'exécute le dessin, j'ai un bip dans les oreilles qui retentit toutes les minutes et qui me dit de reprendre de l'encre et de tracer une nouvelle ligne en suivant strictement celle qui vient d'être tracée. Et donc à partir de ce protocole assez simple, strict, on va avoir un dessin qui va s'en échapper.
qui va devenir un peu plus vivant, où on voit des espèces de petits décalages dans le dessin. En fait, ce sont les petits tremblements de ma main qui, de ligne en ligne, de minute en minute et du coup d'heure en heure, vont venir commencer à générer des petits défauts et donner au dessin son caractère un peu plus vivant. Donc qui s'échappe un peu de la première ligne stricte et du protocole. Et donc, encore une fois, c'est un dessin qui s'adapte au lieu qui l'accueille. Les 12 réalisations sont assez différentes les unes des autres. En fait, ça dépend. C'est des dessins qui durent entre 3h30 et 7h. Et je les termine quand il y a un des paramètres qui vient à manquer. Donc ça peut être le fait que j'arrive au bout du mur, ça peut être le fait que le lieu ferme, ça peut être le fait que j'ai plus d'encre. Voilà, un des paramètres qui permet le dessin n'est plus là, quoi. Ça peut être le fait aussi que je tombe en fatigue. Voilà, et ce que je vous ai pas dit, mais à chaque fois que je fais une action performative, j'essaye de trouver un moyen de l'archiver, puisque les performances, par essence, sont des instants. J'essaye de trouver une façon de les archiver, de les rendre moins éphémères, sans toutefois les enfermer dans une boîte de conserve. Et ici, cette performance, elle génère des éditions. Donc chaque performance a son édition, et l'édition, elle est composée d'autant de pages que de lignes tracées. Donc c'est pour ça qu'elles sont de hauteurs différentes. Et donc à l'intérieur, on a des captures d'écran de la vidéo qui me filme en train de faire des performances. Donc toutes les heures, on a une capture d'écran du dessin en train de se faire. Et donc sur les premières de couve, c'est toujours la première ligne à l'aube de la première ligne qui est dessinée. Voilà, puis à l'intérieur, il y a un petit encart qui rappelle les données techniques du dessin. Voilà. Donc, je passe le micro pour les questions. Alors, je passe à mon voisin. On commence. Non, j'ai pas de... mais c'est facile l'édition, hein. Comme dit Éric Vattier, plus c'est facile, plus c'est beau, plus c'est facile. Faut pas se poser 1000 questions. Hein. 1 minute, c'est ça? 1 minute, un bip. Le dessin, c'est des lignes de 1 minute. Bon, moi, c'était pas une question. Je prends quand même. Bonsoir. Bonsoir. Tu as parlé à plusieurs reprises de performance, puis tu t'es corrigé en parlant d'action performative et en reparlant de performance ensuite. C'est quoi la différence pour toi et qu'est-ce qui change dans ces terminologies? Ça peut paraître un détail, mais pour moi c'est important. À la base, la performance, c'est vraiment pas un outil avec lequel je suis à l'aise. Quand on m'a proposé la première fois de faire justement ce dessin-là en performance, sous un format performatif, donc devant les yeux des visiteurs, j'avais d'abord dit non, me sentant pas à l'aise, et puis ensuite j'ai accepté parce que j'avais assez confiance en la personne qui me le proposait.
Et en fait, elle m'a dit, mais tu sais, Marianne, tu te prends trop la tête. Pourquoi tu te dis pas juste que tu invites des gens dans ton atelier et qui te regardent travailler, en fait, comme quand tu travailles, voilà, chez toi, à l'atelier. Et, et pour moi, la performance, c'était vraiment lié à plus une sorte de spectacle. Bon, depuis, j'ai appris que c'était pas forcément que ça toujours, mais pour moi, une performance, c'était quelque chose qui avait un début, une fin bien délimitée, puis on restait pendant toute la performance. Enfin, il y avait un espèce de schéma narratif comme ça. Il y avait des costumes, peut-être, il y avait de la lumière, peut-être. Alors que moi, je propose simplement de regarder une expérience, en fait, en train de se faire. Et c'est pour ça que j'aime mieux le terme action, qui est plus lié au geste de faire, au geste que tu vois, plutôt que vraiment performance. Bon, après, c'est pas... Voilà. Si on qualifie mes actions de performance, j'en fais pas un scandale, mais pour moi, c'est quand même important, cette différence-là. Et c'est assez rare que je sois aussi confuse que ce soir d'habitude. Je parle vraiment... j'utilise jamais le terme de performance. Merci. C'est l'effet Limoges, vous m'impressionnez beaucoup. Moi, j'avais une question aussi. Par rapport à ton projet en Amérique avec les natifs, par rapport à cette façon de travailler avec des témoignages, je me demandais comment est-ce que tu t'es positionné, toi, pour travailler avec des gens donc, qui racontent leur histoire, leur culture, enfin quelque chose de très fort, leur laisser un espace et en même temps, toi, t'approprier, entre guillemets, ça pour en faire ta création. Comment tu te positionnes là-dedans ? Alors, ouais, c'est une bonne question parce que je trouve que c'est souvent très difficile de demander à des gens de venir s'investir dans un projet artistique. D'abord, par respect, j'ai pas du tout envie de me servir de personnes. Et du coup, faire intervenir des gens, me servir de témoignages, comme ça, de travailler en collaboration avec des gens qui racontent des choses intimes, c'est quelque chose dans lequel on peut vite se noyer. Et voilà, et du coup, alors d'abord, c'est des gens avec lesquels je tisse des liens d'amitié. Par exemple, dans le Dakota, donc la première avec qui j'ai enregistré, j'avais pas du tout l'intention de faire une pièce artistique avec elle en fait au début. C'était vraiment quelqu'un avec qui j'ai senti des affinités. Et puis c'est elle qui a commencé à me parler de sa relation aux langues et à l'apprentissage des langues des nouvelles générations. Elle savait pas du tout que ces sujets-là m'intéressaient. Et puis bon là, je vous ai pas montré d'extrait vidéo, mais dans les vidéos, on les voit jamais, les personnes avec qui que j'interroge. Enfin, qui me racontent plus que j'interroge d'ailleurs. Et on les voit pas parce que du début, je m'étais dit que j'avais pas envie de cette espèce de regard exotique en me disant « Ah tiens, les natifs américains, ils ressemblent à ça, ils ont des yeux comme ça, tout ça. » J'avais pas envie de ça, j'avais envie de la préserver. Et en fait, elle savait pas après où la vidéo pouvait tourner, etc. Enfin, c'est un autre monde, quoi. Donc j'avais pas envie de voler son image. Qui me paraissait être quelque chose d'assez grave en plus avec elle, de par sa culture. Et du coup, ce qu'on voit dans les vidéos, ce sont des paysages. Ce sont des paysages filmés à 360 degrés. Donc on voit un paysage filmé dans le Dakota, ensuite on voit, pour Margaret, après avec la personne avec qui j'ai travaillé à Brazzaville, on voit un paysage de Brazzaville, etc. Margaret, à la fin de son témoignage, elle me dit que selon elle, les natifs perdent toujours leur combat parce que justement, ils ne parlent pas leur langue. Et que quand tu ne parles pas ta langue, tu es incapable de comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu es dépossédé du paysage, en fait. Tu n'es pas capable de répondre à ce qui se passe autour de toi parce que tu ne le comprends pas. Et pour elle, en fait,
quand on parle pas sa langue, on peut pas réagir et on peut pas se trouver au sein d'un tout. Et donc cette relation entre la langue et le paysage, j'avais trouvé ça assez intéressant. Et voilà. Après, les témoignages, les histoires durent toutes à peu près 10 minutes, sachant qu'il y a plusieurs heures d'enregistrement. Donc après, je fais un travail de coupe et de sélection, de montage au final, pour l'amener à dire, enfin pas l'amener à dire, mais sélectionner ce qui m'intéresse le plus, quoi. Voilà. Et qui sont jamais des choses intimes. Par exemple, Margaret, voilà, dans la vidéo, elle commence à me parler dans sa langue, en Dakota, en me disant qu'elle pouvait tout à fait me raconter l'histoire de pourquoi les gens ici ne parlent pas plus cette langue, mais l'américain. Et en fait, très rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle la connaissait plus. Elle savait plus comment parler de certains sujets, parce que quand elle parle cette langue, en général, c'est avec ses copines, et puis voilà, elles échangent. Un tel s'est marié avec un tel, etc. Et là, je lui ai demandé de changer de champ lexical. Je lui ai demandé de parler d'histoire, de parler voilà, des sujets dont elle n'a pas l'habitude. Et donc, on a continué en anglais. Voilà, c'est des choses comme ça, en fait.